Imaginez que vous êtes au cinéma. Quand je quitte Georges de Bourgard, après une belle engueulade, je me retrouve sans travail. 2 jours après, je suis contacté par Pierre Rissian, qui a déjà lancé Joseph Losey, fait ressortir Les bourreaux meurent aussi de Fritz Lang. Il me propose de travailler avec lui comme attaché de presse indépendant. Et cette association va durer 10 ans, sans la moindre querelle, sans la moindre dispute, dans une harmonie absolument totale. J'avais envie que des films sortent, je me suis battu pour qu'ils sortent, je me suis battu pour qu'ils aient du succès, et c'est tout. La croisade de ces derniers mois, ça a été Raoul Walsh, parce que je pensais que, particulièrement Raoul Walsh, était un cinéaste extrêmement méconnu, très supérieur par exemple à John Ford et Howard Hawks, ce qui n'est pas du tout dépréciatif par rapport à eux, mais Walsh est très, très au-dessus d'eux, et je pensais que c'était absolument injuste qu'ils ne soient pas connus comme ils devaient l'être. Nos règles étaient simples. On ne défend que les films qu'on aime, en mettant en avant les créateurs, leur option esthétique, politique, plutôt que les vedettes et les ragots de tournage. Cette façon d'exercer le métier d'attaché de presse était tout à fait neuve pour l'époque, quasiment révolutionnaire. On va s'occuper de beaucoup de cinéastes américains, Raoul Walsh, Howard Hawks, John Ford, Clint Eastwood, mais aussi défendre de nombreux films français. Ceux de Chabrol, par exemple, comme Le Boucher, Que la bête meurt, que j'adorais. Nous n'avons pas eu accès, malheureusement, à ces films. J'ai adoré Chabrol. J'ai aussi beaucoup aimé Éric Rohmer, même si nos rapports ont été moins intimes, Rohmer étant tellement pudique. Merci. Un jour, il me demanda de dire le commentaire de La boulangère de Monceau. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Et de doubler Barbet-Schroeder. Il me faisait répéter pendant le déjeuner, dans le local des Cahiers, me demandant de parler très vite. Ces sablés n'étaient ni meilleurs ni moins bons que dans une autre boulangerie. Ils sont fabriqués en usine et on les trouve partout. Mais d'une part, la rue déserte m'offrait l'avantage de manger tout à mon aise sans être vu de Sylvie, qui, dans la foule du marché, pouvait au contraire surgir à l'improviste. D'autre part, l'achat de mon gâteau avait fini par sacrifier une sorte de cérémonial mis au point par moi et la petite boulangère. Son film décrivait un quartier où j'allais vivre quelques années plus tard. Il me disait « On raconte que je suis un réalisateur de droite. 40 francs ? Je suis pourtant le seul à donner le prix d'un sablé. » Dans mes films, on parle beaucoup. Et j'avais l'impression que mes films seraient moins appréciés en pays étrangers qu'en France. Et est-ce que vous ne trouvez pas que vos films, en même temps, ont un caractère très français, dirais-je ? Je pense, je suppose. J'adorais la manière de parler de Rohmer, sa rigueur inébranlable, son amour, son attention aux nuances, aux beautés de la langue française. Tu vois, la seule chose par quoi on puisse avoir prise sur moi, c'est la curiosité. Je voulais tout de même savoir si la petite ne s'était pas fichue de moi, selon un scénario imaginé par toi. Quand je l'ai embrassé l'autre jour pour voir, vraiment j'ai dû me forcer. Tu vois, quand je lui ai pris la main, non pas comme je prendrais la main d'une vieille amie ou d'un enfant, j'ai pensé au contact et au plaisir de ce contact, et ça me gênait. Nous marchions la main dans la main, et ça me pesait, non pas du poids de je ne sais quel péché, mais du poids, disons, de son inutilité. Pierre Rissian et moi étions connus comme des spécialistes du film noir. Et c'est comme cela que Pierre avait été contacté par Jacques Deray. Je ne suis Nouvelle Vague si c'est le fait d'avoir 30 ans.
Je ne suis pas nouvelle vague si c'est le fait de n'avoir jamais été sur un plateau. Car je suis arrivé à être metteur en scène par la filiale, comme on dit, par l'assistanat. Jacques Deray, on l'avait repéré depuis cette matinée de 1962, je crois que c'était en février, où il nous avait montré dans la salle de projection de la métro, à Pierre et à moi, Rififi à Tokyo. Et on avait été très frappés par cette séquence extrêmement forte au début du film. On s'est occupé de la plupart de ses autres films, et surtout de La Piscine. Deray aimait les histoires policières. Il paraissait respecter les règles du genre tout en les décalant de manière insidieuse. Il avait une manière à lui de s'emparer d'un décor. Ses recadrages, ses lents travelling magnifiaient par exemple Alain Delon et Romy Schneider, qu'il filmait comme deux fauves superbes. Au passage, dans un groupe de gens, j'avais reconnu Albert Cossery, génial romancier dont il avait voulu adapter La violence et la dérision, fable caustique sur la manière de s'opposer à la dictature par la dérision. Jacques Deray était bougon, secret et fidèle, à l'image de sa ville, Lyon. Il était fidèle à ses collaborateurs, comme Gilles Grangier l'avait été avec lui. Fidèle à ses scénaristes, José Giovanni, Jean-Claude Carrière. Fidèle aux auteurs, dont il défendit les droits à la SACD, avec Claude Sautet, pendant de nombreuses années. Et aussi fidèle à l'Institut Lumière, où il fut un vice-président indispensable. En le voyant discuter, parlementer, négocier avec les politiques, je comprenais comment il devait se débrouiller sur un plateau avec ses producteurs. Qui dit Deray, dit José Giovanni, que l'on n'avait jamais cessé de voir depuis Classe Touriste. Quand il passa à la mise en scène, il fit appel à nous pour tous ses films, dès La loi du survivant, œuvre très attachante et impossible à trouver. José était resté un scénariste brillant, efficace, mais il ne comprenait pas toujours très bien l'importance de la mise en scène qu'il confondait avec la technique. Je me souviens par exemple que durant le tournage de Dernier domicile connu, un de ses meilleurs films, en voyant la séquence où un truand va tuer le témoin que la police était censée protéger, je lui dis qu'il suffisait de garder la quasi-intégralité du plan où Constantin s'avançait vers Aimé de Marche, celui-là. Plan extraordinairement efficace. Malheureusement, il laissa sa monteuse le tronçonner et banaliser le montage. En revanche, il dirigea chaque seconde, chaque geste de cette empoignade dans la rue qui est magistralement filmée. Avec Lino, on avait réglé la scène nous-mêmes parce qu'on ne voulait pas se laisser régler par un cascadeur. On voulait un truc méchant.
Lino, c'est un acteur, comment vous dire, qu'on ne dirige pas. Enfin, je ne dirige pas Lino. Avec Lino, j'ai des rapports d'adaptateur, de scénariste. On travaille ensemble sur le sujet. Quand j'ai une idée avec Lino de quelque chose, je lui en parle. Chez moi, c'est comme chez lui, exactement. Et puis, il me dit, ah ben non, tu vois, ton truc, moi, tu vois, si c'était moi qui le jouais, je ferais pas comme ça. Je ne vais pas ouvrir la porte comme ça, je dirais pas ça, tu vois, je me mettrais comme ça. Alors moi, là-dessus, il me vient une autre idée, et tout prend forme, et le personnage se crée pour moi autour de lui. Et mon imagination marche comme ça par rapport à lui. Ça fait déjà 6-8 films, 6-8 personnages qu'on fait ensemble. Je ne peux pas oublier non plus Yves Boisset, que j'ai bien connu à Cinéma 59, 60, 61. Yves, le premier co-auteur de 20 ans de cinéma américain avec Jean-Pierre Corsedon, où je ne jouais que les comparses. Dans Un Condé, d'après Pierre Lesoux, le romancier du Doulos, Boisset se livre à quelques facéties. Oui, je voudrais parler à Tavernier. Oui, à Monsieur Tavernier en personne. Comme l'écrit Pierre Murat dans Télérama, Un Condé peint un monde sombre, violent, sans illusion. Deuxième voyage. Suerte, dame. Suerte, Villetti. Citons toujours Pierre Murat. Le film provoqua l'ire de Raymond Marcellin, alors ministre de l'Intérieur, qui en demanda l'interdiction et exigea des coups. Le coup de feu final censé suggérer le suicide du flic notamment. Papa! Regarde bien et n'oublie jamais. Tu vois? C'est ça un flic. Salaud. Barnero aussi avait des gosses. Aujourd'hui encore, plus qu'hier peut-être, Un Condé reste une réflexion troublante sur les rapports entre la loi et l'ordre. Pourquoi vous acharnez-vous sur lui? Vous savez très bien qu'il n'a pas tué votre ami. Vous avez vengé Barnero comme Dad a vengé mon frère. Seulement, vous avez une carte tricolore, une autorisation de port d'armes, et vous êtes assermenté. Vous n'êtes pas un criminel ordinaire, monsieur l'officier de police. La fonction de policier n'est pas une fonction noble. Un corps qui fonctionne bien, ce n'est pas un corps qui ne produit pas de déchets. C'est un corps qui les élimine convenablement. Comme toutes les fonctions d'élimination, il convient que la fonction de police soit assurée rapidement, proprement, discrètement. Avec son co-scénariste Claude Veillot, Boisset aura beaucoup énervé le pouvoir, les pouvoirs. Et je dois avouer que j'aime beaucoup son côté anarchiste qui donne tout son prix à des films comme RAS, Allons enfants, Le juge Fayard. On choisissait aussi beaucoup de premiers films, mais on ne se contentait pas de les défendre. Il nous arrivait souvent de leur trouver une sortie, une salle, voire un petit circuit. Par exemple, Le temps de vivre, de Bernard Paul, cinéaste communiste, hélas trop oublié, n'arrivait pas à trouver de salle. On avait organisé une projection pour Jean Renoir avec l'aide de Françoise Arnoul, coproductrice du film, et qui en avait fait aussi les décors et les costumes. Jean Renoir avait beaucoup aimé le film.
On avait du coup organisé un rendez-vous entre Boris Gourevitch, qui possédait le Lincoln et plusieurs salles du quartier latin, et Marina Vladi, la vedette du film. Tous deux se sont mis à parler en russe, et 30 minutes après, on obtenait un petit circuit pour le temps de vivre. On a ensuite organisé une tournée dans 40 villes de province avec Bernard Paul, Marina, et je les accompagnais très souvent. C'était la première fois que l'on exploitait un film de cette manière. Il est assez paradoxal qu'à un moment où on en entend souvent les gens se plaindre du peu de temps qu'ils ont pour vivre, d'avoir fait un film sur le temps de vivre. Oui, justement, la raison, vous venez de la donner d'ailleurs, c'est qu'effectivement, si les gens se plaignent, c'est qu'il y a des raisons de se plaindre, et que je pense que c'est un des problèmes très actuels. Et c'est pas tellement en réaction contre ceux qui demandent le temps de vivre, au contraire, c'est contre tout ce qui ne leur permet pas de prendre le temps de vivre. Je voudrais beaucoup revoir ce film, et aussi Dernière sortie avant Roissy, chronique prémonitoire sur le mal de vivre en banlieue, qui présentait des ressemblances thématiques avec de nombreux films que nous avons défendus. Il partageait un même ton contestataire, peu à la mode, et radiographiait tout un malaise diffus provoqué par les dérives de la société de consommation. C'était le cas de Pierre et Paul de René Alliot, une œuvre forte et rigoureuse. C'est l'homme qui a passé la quarantaine, qui est en pleine possession de ses moyens, très en forme, gagne assez d'argent pour s'acheter les gadgets qui sont à la mode. C'est le modèle qui est proposé aux consommateurs potentiels que nous sommes tous. Si vous voulez, cette prise de conscience, de choc, en même temps que ça déclenche chez lui tout un mouvement de réexamen de sa relation avec son père, ça déclenche tout un mouvement de panique devant la mort. Et bien sûr, quand on voit sa mort, on sent bien à quoi ressemble sa vie. Et quand elle est absurde, on s'en aperçoit. Nous défendions tous ces films engagés, c'est-à-dire en prise avec la France, avec les réalités françaises des années 60. Et je pourrais rajouter Au Salto de Christian de Challenge, sur les ouvriers portugais émigrés, ou Coup pour coup de Marine Karmitz. Or, la plupart de ces œuvres sont maintenant introuvables, comme rayées de la carte. En arrière, et il y a la rencontre. Sur ce front-là. Philippe Fourastier, je l'avais connu chez Georges de Bourgard. Il avait été l'assistant de Godard, en avait bavé durant le tournage de la 317e section. Il n'y avait pas de cartouche à blanc, on tirait à balles réelles. Mais je l'ai surtout connu durant la sortie de la bande à Bono, qui tient plutôt bien le coup et a bien vieilli. Même si la mise en scène manque de nervosité, sa sincérité vous touche. Elle est portée par les convictions anarchistes de Philippe, grand ami de Cossimon, de Brel, de Léo Ferré et de la veuve de Céline. Ils reviennent, et pour ce retour, ils ont emprunté des visages célèbres. Bono, c'est Bruno Kremer, Marie Larouge, Annie Girardot, Raymond Lascience, c'est Jacques Brel. Examinez nos crimes. Pas ceux de Dieudonné, les autres, non, ils n'ont rien à voir là-dedans. En dessous, dis-moi, ceux de la bande. Vous trouverez un encaisseur, des flics, le sous-chef de la sûreté, quelques bourgeois, mais pas un ouvrier, pas un crève-la-faim. Oh oui, j'ai tué un sergent de ville. Et toi, combien de tonkinois? Et toi, combien de nègres, hein? Et toi, pour abruti derrière cette petite machine à écrire, combien d'hommes tu as vu tabasser à mort ici, hein? Et leurs cris, comment tu les indiques? Avec des petits points d'exclamation? Allez, chez Bertillon, on s'en passe, avec les banquiers, hein? Avec les officiers, avec les présidents directeurs généraux, nous, on n'a rien à voir avec des gens comme vous. Quand on repasse l'histoire dans l'époque, on s'aperçoit que la société, on a fait des bandits pour les discréditer en tant que politique, enfin en tant que, si vous voulez, que mouvement politique. Et le film, justement, là, essaye de les réhabiliter en tant qu'anarchistes. C'est le but du film. Philippe Fourastier ne fera que 2 films et une série pour la télé, Mandrin. Il ne parviendra jamais à monter son Saint-François d'Assise qu'il préparait avec Léo Ferré. Un soir, il nous invite à dîner avec quelques amis, et là, il nous annonce qu'il a une tumeur au cerveau et qu'il va partir avec sa compagne en Bretagne pour mourir seul. Il ne veut pas de témoins.
Et je crois que sa mort ne sera jamais annoncée dans les journaux ni dans les corporatifs. Parmi les premiers films, je citerai le très original et visuellement somptueux Rempart d'argile de Jean-Louis Bertuccelli, d'après un fait divers rapporté par le sociologue Jean Duvigneau. C'était la chronique d'une grève, quelques ouvriers dans une palmeraie qui s'assoient un beau matin et l'armée qui intervient. Une grève se déroulant à l'origine en Tunisie et tournée en Algérie pour des raisons de censure. Ce film, magnifiquement photographié par Andreas Winding, était pratiquement dépourvu de dialogue. Cette œuvre lyrique, prémonitoire, s'attachait au rôle de la femme dans la société maghrébine, sujet unique jamais évoqué à l'époque. Bertuccelli réussit là un magnifique portrait de femme, une femme qui tout à coup, durant cette grève, va prendre conscience de son statut et brusquement se rebeller, sans tirade ni pathos, simplement un geste. Parmi les premiers films que nous avons défendus avec passion, Pierre Rissian et moi, je garde une place à part pour L'Horizon de Jacques Rouffio, cet ours improbable, bourru et chaleureux. Rouffio est d'ailleurs le trait d'union entre plusieurs des films que j'ai mentionnés. Il était le producteur ou le directeur de production de Bernard Paul et Giovanni, et il fut l'assistant de Jacques Deray. L'idée qui m'a poussé à faire ce film était basée sur les différentes réticences qu'ont eu certains soldats rappelés, et non pas les soldats du contingent, de partir en Algérie pour cette guerre qui leur tombait dessus sans qu'ils s'y attendaient, car ils pensaient que, en tout cas, on rappellerait peut-être le contingent, mais pas eux qui étaient libérés de leurs obligations militaires. Rouffio, trouvant en Georges Conchon, son scénariste, un collaborateur idéal, totalement en symbiose avec ses idées, y abordait sans effet de manche, sans slogan, le thème de la désertion qui faisait aussi peur à la droite qu'au Parti communiste. Les personnages de femmes sont aussi au cœur des deux premiers vrais films de Michel Deville, deux comédies douces amères, brillantes, incisives, modernes, brillamment écrites par Nina Companèse. Tu peux y aller, Valérie? C'était pas écrit. Je suis désolée, mais c'était pas écrit. On va continuer. Ça fait longtemps que tu es là? Oh, à peine. 2 ou 3 heures seulement. Pourtant, on s'amuse bien, sinon. Il y a des petits messieurs qui se promènent. Ça occupe ça? Rien. Personne. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Dommage. Je vais te préparer un petit truc. Quoi? Voilà. Par exemple, le type s'amène, genre gros porc, essoufflé, congestionné. Il me dit... Alors, on est toute seule? On s'ennuie? Alors moi, je regarde. Je regarde longuement et je lui dis... Je m'excuse de vous interrompre, mais j'aimerais que vous me redisiez cette phrase un peu moins femme du monde. Écoute, quelquefois ça me coûte de mentir, moi. Mais au moins, quand je parle, je sais que je dis exactement ce que j'ai choisi de dire. Et pas quelque chose qui m'est passé par la tête comme ça, par hasard. Non, je me dis tout le temps, il faut que je trouve quelque chose à moi. Parce que tu comprends, un mensonge, c'est vraiment à soi. Et quel mérite a-t-on de dire la vérité? C'est de la paresse. Ça vient tout seul, évidemment. C'est pas drôle, c'est fade. Non, écoute, fais-moi plaisir. Essaye de faire des exercices pendant quelque temps. Je sais, tourner 7 fois ma langue dans la bouche avant de parler. Mais non, avec ce système-là, tu as une idée, bon, tu l'examines, tu l'enveloppes, mais tu la sors quand même. Non, ce qu'il faut, c'est en sortir une autre, une que t'as pas. Mentir, ça forme. Tu en as besoin. Et puis tu verras, c'est amusant. C'est comme un roman. Seulement, au lieu d'écrire ce qu'on invente, on le vit. Je vous écoute. Si je vous ai suivi, si je n'ai pas voulu vous perdre de vue une minute, si je vous ai peut-être gêné, c'est parce que depuis si longtemps, je vous aime. Vous ne me croyez pas?
Pourtant, je vous jure que c'est vrai. Vous savez comment on vous appelle, ma sœur et moi? Le Cid. Et en moi-même, quand je pense à vous, je dis Rodrigue. Vous êtes sensationnel. Je me demandais ce que vous alliez trouver. Vous ne me croyez pas? Oh, non, pas du tout. Il faut vous faire une raison, ma petite Juliette. Vous êtes connue dans l'immeuble. Connue? Oui, connue. Tous les locataires ont eu droit à vos attentions, à vos inventions plutôt. Et j'attendais mon tour avec impatience. C'est trop injuste d'être pris ainsi à son propre piège. Avec Pierre, on a défendu les cinéastes les plus divers, d'Ida Lupino à Barbet Schroeder pour Mort, de Raoul Walsh ou Abraham Polonsky à Jean Rouch pour La chasse au lion et à l'arc. Un samedi matin de bonne heure, les chasseurs se préparent à fabriquer le poison. C'est une opération très grave qui a lieu tous les 4 ans et à laquelle les femmes ne sont pas admises. On part en brousse, car c'est en brousse que se fabriquent les choses méchantes. Et les chasseurs s'arrêtent sous un arbre tocaille à l'ombre duquel les générations de chasseurs ont toujours préparé le nagui, le poison de flèche. Je n'aime pas voler des images, je n'aime pas voler des morceaux de vie à des gens, surtout quand ces morceaux de vie leur sont essentiels. Et j'essaye de mettre les gens avec qui je fais des films, disons, dans le coup. Ils sont engagés dans une aventure qui s'appelle un film, ils savent qu'on les tourne. Je leur demande de ne pas regarder la caméra, mais enfin ça, moi, ça m'est égal. Ils peuvent regarder la caméra. Bon, ils la regardent, oui, pourquoi pas. La caméra est bien là. Ils regardent la caméra, ils me regardent, et nous suivons une aventure. Et puis quand le film est fait, fidèle à ma première expérience, je reviens avec les rushs, je leur projette, et puis on décide ce qu'on va faire. Et là, ils m'ont dit, non, c'est pas possible, il faut encore continuer, on ne voit pas assez de lions, on va passer pour des pauvres types. Nos femmes déjà pensent que quand on va chasser le lion, on va courir les filles des villages voisins. Alors là, elles vont se dire, c'est vrai, vous êtes de mauvais chasseurs. Et j'étais forcé de recommencer une année de plus. Au matin, l'emplacement d'un piège est vide. Il y a une trace, un lion a été pris. La chaleur contagieuse de Rouch, son empathie avec les personnages, sont sensibles dans le moindre des plans. Les chasseurs saluent le petit lion. Et Taïrou, le chef, calme le petit lion, car il n'est pas bon de tuer un lion en colère. Taïrou balance sa hache lentement d'arrière en avant. Il parle au petit lion dans son cœur. Et Yeya et Wangari disent et chantent les devises des chasseurs et les louanges du petit lion. Défendre Rouch n'était pas très difficile. Ce qui était dur, en revanche, c'était de se faire régler une somme même minime par Pierre Bromberger. Jean Orange et Jean Anouilh racontent tous les deux qu'ils l'ont vu déchirer et manger un chèque qu'il venait de leur faire tout en continuant de parler au téléphone. Dans un registre très différent, après avoir vu les aventures de Salavin, nous défendrons des films de Granier de Fer, cinéaste discret, trop discret et homme très attachant, dont je serai très proche. Plus tard, il me demandera même de terminer un de ses films. Pierre, qui vivait dans la douleur, passant une grande partie de sa vie sur une table d'opération, avait développé un humour, un sens de la dérision. Ça veut dire aussi que j'annonce des défauts. J'annonce une espèce de défaut de froideur, de réserve, de pudeur intensive, d'humilité profonde. Ce qui est complètement absurde à la fin. Enfin, sauf que j'en fais un peu un numéro maintenant, mais je le suis vraiment. Il aimait à se dénigrer. Pourtant, il impose un regard personnel, sait capter les bouleversements urbanistiques de la banlieue dans Le Chat. Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir. Il y a tout de même une chose importante que je voudrais savoir. Oh, fous-moi la paix. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. T'as été parfaite. Et moi, j'ai été un dégueulasse comme tous les hommes. J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi.
Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Ben, l'homme suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus. Mais moi, si. Oh, je t'en prie, sois pas grotesque, pas à notre âge. Maintenant, le temps nous a séparés, et dis-toi bien qu'il nous séparera pour de bon un jour ou l'autre. Ben, je préfère tout de suite. Eh ben, t'as qu'à te suicider. Jean Gabin, avec moi, ne jouait pas comme avec Grangier. Avec Grangier, il était truculent, il se laissait aller, il mettait ses charentaises, il aimait bien. Avec moi, tout d'un coup, il devenait pincé, les petites lèvres serrées, il bougeait plus, il disait que ce soit la horse ou le chat, dans le chat, il n'y a plus rien. Il y a chaf, comme ça, par mimétisme. Vous savez, vous influencez, le metteur en scène influence terriblement les comédiens en général. Ils ont un mimétisme sur le metteur en scène, à condition qu'il ait une petite, quand il s'agit de moi, personnalité. Alors quand elle est grande, c'est encore plus formidable, évidemment. Qu'est-ce qu'il disait? Rien, je vais te faire à bouffer. Dis donc. Quoi? Tu t'en fous, hein, que ton chat a essayé de me tuer. Décidément, nous deux, c'est insoluble. Belle et paradoxale histoire d'amour, tout comme La Veuve Coudert, où Delon et Signoret sont sensationnels. Beau dialogue de Pascal Jardin. Je voulais vous dire. Tantôt, avec la petite, j'étais mauvaise. Hein? Oui. Elle a peut-être raison d'en profiter, mais... Ben, chez moi, je veux pas. Avec ces seins de petite fille, là. Des fois, elle me fait envie. Vous comprenez? Oui. J'aime aussi ces moments furtifs, ces parenthèses où il s'écarte de l'intrigue, soutenu par la musique de Philippe Sard, qui a su mettre en valeur le lyrisme secret de Granier. Gabin disait de Granier que c'était un vrai metteur. Et Signoret voyait en lui l'héritier de Becker, même protestantisme pudique, même récit dégraissé. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a donné une vraie leçon de direction d'acteur. Pendant le premier jour de tournage de La Veuve Coudert, en studio, je crois que c'était à Boulogne, on était dans une cuisine et Signoret discutait sur tous les accessoires. Est-ce que cet écumoire est d'époque? Est-ce que ce fait-tout, ça va? Est-ce qu'il n'est pas trop riche? Etc. Après 1 heure ou 2 heures, elle dit « Je suis prêt, on peut tourner ». Tu cours après une jeunesse, une vraie. Et comme je crie, tu dis la vérité. Pourquoi? Granier dit « Non, non. Il manque quelque chose, il manque une tache de couleur, je veux des fraises ». 30 minutes après, les fraises étaient là. Granier et Simone se sont regardés. Elle avait compris. Il y avait un patron sur le film. Où t'étais toute la nuit? Avec Félicie. Tu le sais parfaitement bien que j'étais avec elle, pourquoi tu me le demandes? Qu'est-ce que tu trouves à Félicie? Elle est jeune. Jean Lévigne, la ferme est cernée. Vous avez 1 minute pour sortir les mains en l'air ou nous donnons l'assaut.
Toute personne vous donnant assistance sera poursuivie pour complicité. Tu m'avais pas dit que tu t'appelais Lavigne. Je l'avais oublié. J'ai triché lamentablement parce qu'à la fin j'ai mis, comme si c'était une histoire vraie, une partie de la biographie du personnage. Il y a quand même, excusez-moi, mais il y a quand même 2 ou 3 journalistes qui, bien remontés par Tavernier, qui était mon attaché de presse à l'époque, et qui était beaucoup plus talentueux que moi, en tout cas pour ça, et qui ont dit « on se rappelle bien de l'affaire de Lavigne, de Jean Lavigne, qui n'a jamais existé. On a inventé ce nom avec Jardin en se disant « ça va authentifier la veuve Coudet, hein, ça va faire formidable ». Ça a pris sur 3 ou 4 quand même. Un des meilleurs souvenirs de cette époque reste L'amour c'est gai, l'amour c'est triste, cette merveille réalisée par Jean-Daniel Paulet, cette chronique génialement écrite par Raymond Forlani. Un petit tailleur, vrai personnage de conte, magistralement joué par Claude Melki, servait de souffre-douleur au terrible Maxime, souteneur macho et borné, Marielle inouï. Je t'ai pas dit bonsoir. Oh. Alors là, Léon, je te prie d'accepter mes excuses. Bonsoir, Léon. C'est bad ce que tu bricoles. C'est quoi, c'est un sac de couchage? C'est un costume pour gros Momo. Oh, bah dis donc, il va être joli avec sa grand Momo. Il faudrait recenser le nombre exact d'avanies, de brimades, de tapes qu'il lui inflige dans des plans séquences étonnants. Alors, patate, on prend le frais? Ah, Maxime. C'est comme tu veux, oui. Non, ça va pas comme je veux. Qu'est-ce qui va pas? Bardot, t'aimes plus, hein? Les Anglais, c'est peut-être pas des cuisiniers, hein, mais question vestimentaire. Le melon, c'est pas mon truc. C'est peut-être pas ton truc, mais question de faire habiller. De toute façon, les Anglais, c'est des tantes. Pas tous. Ouais. Churchill, c'est une tante, Churchill? Pas lui, mais les autres. Et la reine Elisabeth, c'est une tante, la reine Elisabeth? Les reines, c'est des connes. Tu veux que je te dise, Maxime? Tu raisonnes comme un communiste. Ça t'emmerde, hein? Pas tellement. Je vais te poser une question, Maxime. Pourquoi tu vas pas y vivre en Russie? Tu pourrais bouffer du caviar à la louche, hein? Parce que, pareil que là-bas, question caviar. Ah, t'es trop con, Léon. T'es vraiment trop con. Pourquoi que je suis trop con, hein? Si t'étais un peu moins con, je t'expliquerais pourquoi t'es trop con. Si j'étais un peu moins con, je le saurais pas trop. Oh, quel con. Le poison de l'échec et du goût pour l'échec, comme le dit Jacques Lourcel, a trouvé dans ce film insolite, à la théâtralité affirmée où le caricatural, le farfelu, parfois le glauque, le lyrisme et l'irréalisme, le calcul et l'improvisation se mêlent constamment, un espace idéal. Vous dansez bien? Dans cet espace, le texte savoureux de Forlani, qui joue un petit rôle, et la figure superbe de Melki font merveille. Vaut mieux un grand chez soi qu'un petit chez les autres. Hein. Et la petite qui était pas ta petite? Elle est à Morlaix. Elle a écrit une carte à Marie. Elle dit qu'elle n'a pas le temps de m'en écrire une à moi. Elle est débordée là-bas au moment des vendanges. C'est la vraie panique. Les vendanges? À Morlaix? En avril? Ben oui. Ce voyage à travers la mémoire, la mienne, celle du cinéma français, se devait d'inclure Alain Resnais, qui a fait de la mémoire le moteur, le mouvement intérieur, la colonne vertébrale de tant de ses films, de tant de ses chefs-d'œuvre, à commencer évidemment par Nuit et brouillard, dont le mot d'ordre est « Souviens-toi ». Resnais et le poète Jean Quérol, qui fut déporté, réaffirment leur refus de l'oubli, en mêlant dans le montage passé et présent. Aux terribles images d'extermination répondent ces lents travelling rythmés par la musique de Hans Eisler sur la campagne polonaise, sur un monde qui semble avoir éradiqué ce passé. Et le texte final nous met en garde contre cet oubli, hélas de manière prémonitoire. Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps.
Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin. Nuit et brouillard luttaient contre l'oubli, et toute la mémoire du monde explorait un lieu, la Bibliothèque nationale, où l'on essayait de préserver cette mémoire. Un spectacle toujours changeant se déroule dans la salle de lecture du département des périodiques. On y consulte la plupart des journaux du monde. Au cabinet des estampes sont conservées toutes les images, qu'elles soient gravées, lithographiées ou même photographiées. C'est un musée. Musée aussi le cabinet des médailles. C'est Louis XIV qui, le premier, y rassembla des trésors. Pareillé, une collection perd sa valeur. C'est pourquoi on s'interdit ici la moindre faute d'inattention. C'est une mémoire d'avant le numérique, une mémoire du papier, ce qui rend d'autant plus précieuses ces admirables images, ces immenses travelling. Parmi ces collections fut découvert le premier écrit de Rimbaud, publié par un obscur journal des Ardennes. Qui sait si ces feuilles ne recèlent pas quelque autre texte révélateur? Qui sait ce qui, demain, témoignera le plus sûrement de notre civilisation? C'est au cinéma Le Vendôme, une salle de l'avenue de l'Opéra que j'adorais et où j'avais découvert de nombreux films japonais, Les pêcheurs de crabes, Rashomon, que je vais voir plusieurs fois, Hiroshima mon amour. J'avais 18 ans et c'est un choc. J'y retourne 3 fois de suite, bouleversé par cette histoire d'amour à la construction si insolite, au dialogue incantatoire qui mêle scène intime et images d'archives. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout. Ainsi, l'hôpital, je l'ai vu, j'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir? Tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima. Et parle aussi de l'impossibilité de représenter dans une fiction les horreurs d'une catastrophe atomique. Loin d'opposer un drame individuel, un amour malheureux, une femme tondue et une tragédie collective, comme le reprochaient certains critiques déguisés en experts comptables, Resnais et Duras nous font sentir que la perception de cette tragédie est aussi tributaire de ses sentiments, de ses souffrances individuelles qui peuvent l'aiguiser ou l'obscurcir. Admiration pour ces films, et puis des années après, au moment de La vie et rien d'autre, une grande amitié avec Alain Resnais que je rencontre grâce à Sabine Azéma, si géniale dans Mélo, Smoking, No Smoking, Cœur. Moment magique avec cet homme si délicat jusque dans son érudition incroyable. L'entendre parler de comédie musicale, de Bob Hope, était un régal. Si passionné, si organisé, il vous dénichait les documents les plus improbables. Si drôle, si pudique. Qui vous dirigeait, j'ai joué dans son Gershwin, avec une douceur implacable, et qui, comme Éric Rohmer, n'a jamais utilisé son statut pour attaquer, pour critiquer d'autres cinéastes. Un modèle d'élégance morale. J'ai eu envie de choisir, pour clore ce petit hommage, un film admirable qui reste méconnu,
Je t'aime, écrit par Jacques Sternberg, et qu'il définissait comme un conte de fées de science-fiction. Vous vous allongez, nous vous enfermons, vous tombez 1 an en arrière, pour vous retrouver ici même 1 minute plus tard. Vous êtes déçu. L'idée de travailler avec Alain m'a passionné. J'ai dit que j'étais très content, mais il m'a dit « Attendez, Claude, il faut que je vous prévienne. On ne vous verra pas à l'écran. » Ah, j'ai dit « Mais Alain, avec vous, c'est très bien. » C'était bien? Très. Tu as vu beaucoup de poissons? 2 serpents de mer, quelques requins, des méduses géantes. À part ça, rien de très particulier. Un jour, il m'a téléphoné, 8-10 jours avant, un air un peu catastrophé. Il me disait « J'ai un problème, Claude. Je vous avais dit qu'on ne vous verrait pas. Eh bien, si on vous verra, mais alors on vous verra tout le temps. C'est-à-dire que ça va être vous, le centre de l'image. Vous serez toujours au centre de l'image. » Un modeste employé accepte de revivre sous la férule d'une inquiétante équipe de spécialistes une minute heureuse de son passé. Mais la machine se dérègle et Reader va se promener dans son passé minute après minute. Je t'aime vous sidère par son invention si euphorique au début, avec cette tirade sur les chats. Ainsi, l'homme n'aurait été créé que pour prendre en charge l'existence du chat. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Toute la civilisation que l'homme a édifiée n'aurait qu'un but, offrir au chat le confort, le manger et le gîte. Au chat. Parfaitement. Ainsi, l'homme n'aurait inventé des milliers d'objets que pour produire les quelques objets nécessaires au bien-être du chat. Le pêcheur breton, le plat de sûre, le tapis, le coussin, le radiateur, le bol. Je pense que pendant 100 millions d'années, la Terre a subi le règne des algues et des mollusques, qu'ensuite elle a été dominée par les grands reptiles et qu'enfin quelqu'un a eu l'idée de créer la firme dans laquelle je suis employé. Je pense qu'à la vitesse de 100 000 km/h, je file de ma naissance vers ma mort, que la Terre tournera sur elle-même pendant d'autres millions d'années sans moi, et que pourtant je suis là, accroché à ce crayon sur ce bolide de feu, à me demander comment convaincre un client que nous sommes désolés d'apprendre la perte de son colis expédié le 4 et que nous ferons l'impossible pour... Ça va? Ça va. Qu'est-ce que cette souris vient faire par ici? Tu as dit quelque chose? Non. Puis vous prend le cœur par sa mélancolie poignante. Je vais mourir. Voilà. Catherine. Tu comprends? Tu avais raison. Les regrets prennent peu à peu le pas sur les moments de bonheur, comme l'écrit Gilles Deleuze. Je t'aime est un de ces films qui nous montre comment nous habitons le temps, comment nous nous mouvons en lui dans cette forme qui nous emporte, nous ramasse et nous élargit. Je voudrais bien revoir ma souris. Mon voyage à travers le cinéma français fut un exercice d'admiration et de gratitude. Cette mémoire du cœur, selon Hans Christian Andersen. Quand tu bois l'eau d'un puits, n'oublie pas celui qui l'a creusé, dit un proverbe chinois. Et je me suis abreuvé à ces films si actuels qui m'ont procuré des joies, des fous rires, des émotions incalculables, qui sont de vrais boucliers contre la dictature de l'ignorance, des fanatismes, des idées toutes faites. Et j'ai eu envie de remercier, de célébrer ceux qui avaient creusé ces puits, ces cinéastes, ces scénaristes, ces compositeurs, ces acteurs, ces actrices, qui, me prenant par la main, m'ont fait découvrir, apprécier, aimer la France. Ils m'ont donné le goût de la mémoire, rempart essentiel à l'époque des tweets
et de la tyrannie du présent. En arrivant vers la fin de ce voyage, une fin qui me laisse un peu sur ma faim, je pense à tous ces territoires que je n'ai pas pu explorer et où l'on trouve des cinéastes connus comme Verneuil, Christian Jacques, Louis Malle, Franjus, ou oubliés comme Forez, René Veller, Albert Valentin, et toutes ces œuvres que j'aurais aimé vous faire découvrir, du Bal des pompiers d'André Berthomieux au Campement 13 de Jacques Constant, du Monde charge de Marcel Bluval à Police judiciaire de Maurice de Canonge. Et parmi cette masse de films, j'ai quand même voulu en choisir un pour l'exemple. N'essayez pas de me comprendre, c'est une affaire entre moi et moi. Et ne craignez rien, je ne suis qu'un revenant. Je vous trouve très jolie. Mais vous ne me rappelez absolument rien. N'y avait-il pas jadis une cloison à cette place? Pour terminer en beauté, j'ai pris un revenant que j'adore. L'une des réussites de Christian Jacques et l'un des plus brillants dialogues d'Henri Janson. Mon horizon, nature morte. Et aussi parce que c'est une histoire lyonnaise, inspirée par un fait divers lyonnais que l'on évoquait à mi-voix dans ma famille. La mystérieuse et sordide affaire Gilet, un crime commis dans le jardin d'une très riche famille de soigneux, de banquiers, en 1922, qui fut totalement étouffé par la justice et par la presse. Christian Jacques, Henri Janson et Louis Chavance imaginent que la victime de ce fait divers revient 20 ans plus tard pour demander des comptes. Tu es un technicien éprouvé de l'étouffement, mon cher Jérôme. Regarde-moi! Je ne me laisse pas en vain. Je suis capable du pire. Du pire! Oh, Jérôme, tu ne vas tout de même pas, à 20 ans de distance, tirer une seconde balle de revolver sur ton vieil ami. Elle ferait trop de bruit. Je suis devenu un personnage extrêmement spectaculaire. Je ferai un cadavre trop voyant. Ils en profitent pour se livrer à une peinture cinglante de la grande bourgeoisie lyonnaise, épinglant leur conformisme, leur avidité, leur pingrerie. Je t'ai ouvert un crédit de 150 000 francs chez Loisier. Tu choisiras toi-même la bague de fiançailles. 150 000 francs. C'est à la fois un sacrifice et un bon placement. Tu feras ton voyage de noces en Italie, où le change nous est favorable. Et maintenant, à table. Mais papa, Quoi donc? je n'aime pas Gilberte. Et alors? Qui te demande de l'aimer? Jouvet lui-même revenait d'exil. Il était parti en Amérique du Sud pour fuir Vichy et donne une force autobiographique à la colère, à l'amertume du personnage, mais aussi à tous ces moments où l'on a l'impression de voir le vrai Jouvet au travail. Mademoiselle, vous pouvez disposer. Serge, ce soir, mon vieux, vous me laissez le plateau, n'est-ce pas? Oui, patron. Balaguer? Oui. Nous le répétons à l'orchestre ce soir, naturellement? Naturellement. Francis? Alors, prêtons. C'est François qui sera mon héritier. Il a eu un joli geste et il est tombé avec grâce. Je suis heureuse de t'avoir revu. Et c'est durant cette formidable scène avec Marguerite Moreno que Louis Jouvet eut l'idée de la distribuer dans La Folle de Chaillot. Non, non, ne me reconduis pas. Je ne suis pas une vieillarde. À propos, je voulais te faire une petite confidence. Jérôme, il y a 20 ans, n'a pas été gentil pour toi. Pas gentil du tout. Je voulais que tu le saches. Au revoir, Jean-Jacques. Tu es parfait. Parfait. À part ça, quand pars-tu? Ce soir. Bon voyage.
Thank you.